Alors, diffusée sur Netflix à partir de décembre 2019, la saison 1 de la série The Witcher connaît un succès si rapide et si vif que la saison 2 est annoncée très rapidement. Mais cet engouement relance surtout un vif intérêt pour un univers de fantasy préexistant, déjà transmédiatique, construit à partir de 1990 dans les nouvelles et les romans de l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski, et venu à la célébrité internationale dans une trilogie sequel de jeux vidéo signé CD Projekt au tournant des années 2010. L'ensemble médiatique est de taille très conséquente, important dans la pop culture, et il ne s'agit pas pour nous, bien sûr, d'en faire l'étude monographique, mais de se concentrer sur ces points médiatiques les plus saillants, donc le trio livre, jeux vidéo, série, et de les saisir à partir de leurs versions anglophones les mieux diffusées. Et on veut les envisager à partir de ce récent moment transmédiatique qu'a constitué la série Netflix, pour mettre à l'épreuve des objets réels, les théories, les notions que ce colloque ambitionne de faire dialoguer, c'est-à-dire l'adaptation, définie comme la transposition médiatique d'un support à l'autre d'une histoire préexistante. Également, bien sûr, le transmédia, dont la théorisation assez restrictive fournie par Jenkins a été largement rappelée, donc une architecture d'extension narrative coordonnée, complémentaire et cumulative à travers les supports. Et nous interrogerons pour notre part l'idée d'effet transmédia peut-être un peu plus souple dans certains cas. Et la transfictionnalité définie par Saint-Gelais dans un cadre monomédiatique comme un partage de fiction entre des œuvres différentes, par reprise de personnages, de récits ou de mondes, trois options qui se compliquent encore, on le verra, quand on passe à la dimension plurimédiatique, donc un partage de fiction entre des médias différents. Mais si Claire Cornillon constate que les pratiques contemporaines sont trop diverses et hybrides pour être réduites à une seule catégorie, et notamment à celle de transmédia, alors on comprend que ces premières définitions sont destinées à bouger et à se complexifier au fil de notre enquête à mesure que notre terrain d'étude nous permettra de montrer la porosité des concepts, les logiques qu'ils s'échangent et qu'ils partagent ou les problèmes qu'ils posent. Ce parcours se fera en 3 temps, avec 3 regards sur l'adaptation The Witcher, et notre première entrée passe par l'analyse du contexte de production de la série, pour montrer comment la construction de la fiction peut être l'objet de négociations et de conflits dans les ensembles transmédiatiques. Oui, alors donc pour commencer, en fait, en étudiant les postures et les discours de production, nous voulons montrer que le développement de l'ensemble transfictionnel The Witcher n'est pas le produit d'une collaboration harmonieuse et synchronique entre les différentes instances auctoriales. Dans Fiction transfuge, Richard Saint-Gelais montre que les pratiques transfictionnelles doivent être interprétées par rapport au rapport de force qui peut s'établir entre un récit et sa version transfictionnelle. Quand Netflix acquiert les droits pour produire la série The Witcher, il existe déjà un vaste réseau transmédia. Wiedźmin est une série littéraire populaire en Pologne qui est écrite par Sapkowski de 90 à 2000, dont le succès a entraîné une adaptation en comique, en film, en série télé, en jeu de rôle papier. Les livres sont déjà au cœur d'une première série transmédiatique qui est diffusée principalement en Pologne. En 2002, le studio CD Projekt Red va racheter les droits de Wiedźmin au studio Metropolis qui les avait acquis en 1996 pour en faire un jeu vidéo. Sont sortis donc 3 opus très connus de la culture vidéoludique, 3 RPG en 2007, 2011 et 2015. À partir de ces jeux vidéo émerge donc un autre réseau transmédia composé de jeux mobiles, de jeux de société, de comics. Et c'est le succès international des RPG qui permet aux œuvres littéraires d'être connues en dehors de la Pologne. L'ensemble transmédiatique The Witcher devient donc un système bicéphale, un monstre à 2 têtes qui veulent chacune prendre le pouvoir. Pour comprendre le contexte de conflit dans lequel naît la série Netflix, je vous propose donc de reprendre quelques jalons de l'histoire du réseau transmédia. Le premier, en 2012, c'est le moment où Sapkowski refuse d'admettre la qualité narrative des jeux et leur lien avec ses livres lors d'une interview qui devient par la suite largement connue. Adam Badowski, qui est à la tête de CD Projekt Red, répond peu après en reconnaissant la paternité des œuvres vidéoludiques, mais dans le même temps en tentant de s'affranchir de l'autorité de l'auteur littéraire. Il explique qu'il souhaite, pour The Witcher,
créer un monde qui soit aussi connu que celui de Star Wars ou Lord of the Rings. Le conflit entre Sapkowski et CD Projekt Red porte donc sur la légitimité de chaque instance octoriale à déterminer le canon. En 2017, soit 2 ans après la sortie de The Witcher 3, qui a un succès critique et commercial, Sapkowski affirme que CD Projekt n'a pas montré assez la parenté entre les jeux et les livres et accuse CD Projekt de calomnie. Il soutient notamment l'idée que le studio aurait propagé la rumeur à ses yeux fausse selon laquelle le succès des jeux aurait entraîné la popularité des livres en dehors de la Pologne. Si des éditions en plusieurs langues existent effectivement dès le milieu des années 90, la date à laquelle sort le premier RPG, en 2007, correspond indéniablement à une augmentation massive des traductions. C'est donc dans ce contexte de conflit pour l'autorité entre Sapkowski et CD Projekt que le projet d'adaptation en série télévisée naît. Contrairement au discours qu'il tient sur la version vidéoludique, Sapkowski se dit content qu'une série Netflix sorte dans la mesure où cette dernière serait fidèle à la source littéraire. 1 an après ce discours, en 2018, Sapkowski réclame une compensation financière à CD Projekt Red. En effet, quand il a cédé les droits pour faire une œuvre vidéoludique, il a signé un contrat qui ne lui permet pas de partager les profits. La somme qu'il touche est donc réduite par rapport aux revenus que va engendrer les RPG de CD Projekt. Le rapport de force entre l'auteur littéraire et le studio de jeux vidéo porte non seulement sur la légitimité à enrichir et à fixer le monde qui est canon, mais se double aussi de préoccupations financières. Ces tensions, qui sont au cœur de l'ensemble transmédiatique jeu-livre, expliquent sûrement en partie les discours de production émanant des créateurs et créatrices de la série. Lauren Isrich, qui est productrice, affirme dans de nombreuses interviews au moment de la sortie de la série, fin 2019, début 2020, que la série est une adaptation des livres. À la sortie, aussi, en parallèle de ces discours de Isrich, on trouve des discours de Sapkowski qui montrent que l'auteur littéraire valide cette adaptation. Il est consultant sur la série, il accepte les changements faits à son œuvre et il va jusqu'à dire que l'acteur qui joue Geralt donne ses traits au personnage. Or, c'est Henry Cavill qui va incarner le sorceleur à l'écran. Et il a été sélectionné pour son amour de l'univers de The Witcher, notamment, qu'il a découvert grâce au jeu de CD Projekt. Cavill va même jusqu'à affirmer s'être inspiré du doublage anglais de Doug Cockle pour son interprétation du personnage dans les jeux vidéo. En particulier les qui sont si caractéristiques de Geralt dans la série télé. Ce que montre cette anecdote, c'est que tous les médias n'ont pas la même force de frappe culturelle, pas la même visibilité dans l'espace médiatique et que les instances octoriales doivent prendre position. Face à l'impact médiatique des RPG, alors que Sapkowski est dans le déni, celle de Isrich est davantage dans la diplomatie. Si dans un premier temps, elle va revendiquer la paternité entre la série et puis les livres, elle reconnaît dans un deuxième temps, dans une deuxième série d'interviews, que le public américain est familier de la version vidéoludique de Geralt et elle admet créer la série avec un public d'experts dans la tête. Donc, lors des intérêts, et elle va jusqu'à affirmer dans une troisième série d'interviews que les fans ont leur importance. Et elle va s'appuyer sur la popularité des jeux et des communautés de joueurs. Donc, la série The Witcher révèle bien plus des hétérogénéités, des conflictualités, plutôt que des homogénéités, des continuités dans la construction de l'ensemble transfictionnel. En cela, elle témoigne d'un phénomène plus général. Les architectures d'univers multisupports sont bien plus souvent discordantes, problématiques, et sont plus discordantes que ne le laisse entrevoir la théorie du transmédia telle qu'elle s'est popularisée à partir de Jenkins. Ces hétérogénéités touchent à la situation médiatique des œuvres, mais surtout se répercutent dans la construction même du monde et donc impliquent la question de la transfictionnalité.
Alors, il faut d'abord une précaution de méthode pour passer de la question de la production à celle de la réception. Ces négociations transfictionnelles que vient de montrer Hélène, elles sont des paramètres variables pour les récepteurs réels. Et donc, la série ne prend pas sens de la même façon si on a joué au jeu, si on connaît simplement l'existence des jeux, si on a lu les livres, si on découvre le monde avec la série. Par exemple, tout simplement, la structure sérielle. Chaque épisode organisé autour d'un affrontement de Geralt avec un monstre, et entre les épisodes, des continuités, des trames sentimentales, géopolitiques. Eh bien, dans le premier cas, ce sera une rémanence du level design de jeux vidéo. Et dans le deuxième cas, ce sera plutôt une transposition de la logique de composition des recueils littéraires qui sont des fix-up de nouvelles autonomes. Et dans le troisième cas, c'est simplement une formule typique des séries télé, la formule semi-feuilletonnante. Et The Witcher est un univers de séries télé. Donc, si chaque œuvre offre un point d'entrée autonome dans l'univers, ce rabbit hole qui a intéressé le transmédia, eh bien, la lecture du monde et quand même le monde qu'on consomme diffère selon les parcours d'expérience, à l'inverse de ce que postule globalement la théorie du transmédia, et je reprends ici Ryan à la suite de Bordwell. Contre une conception proche du world building, avec la Bible d'univers, qui pense la production du monde indépendamment des coordonnées narratives, contre aussi l'image d'un récepteur idéal, celui de Jenkins, celui du fan engagé, actif dans des communautés interprétatives, les ensembles transmédiatiques grand public diffractent des expériences transfictionnelles beaucoup plus variées et plus ou moins limitées. Toutefois, il est évident que consommer la série en tant qu'adaptation, ce qui est une lecture possible, c'est pour le spectateur s'offrir des gratifications spécifiques. La série reprend des nouvelles bien précises, tirées des 2 premiers recueils de Sapkowski, The Last Wish et The Sword of Destiny. Et comme l'adaptation associe redondance narrative et différence d'enquête intertextuelle alimentée par de nombreuses reprises quasiment littérales des dialogues des livres. Ce sont par exemple des traits d'humour du cynique sorceleur, comme cette mémorable objection que dans l'épisode 1, Geralt adresse au mage Stregobor, « All good predictions rhyme ». Ou dans l'épisode 5, cette savoureuse Sileps qui brûle doors, d'autant plus lorsque Geralt assomme le garde récalcitrant avec une bourse remplie de pièces. Ces phrases sont reprises des textes. Et ce sont aussi des phrases emblématiques des conflits de valeurs et de croyances dans l'univers. Dans le premier épisode, la question du monstre et du problème du moindre mal, de lesser evil, sont posées dans les termes textuels et philosophiques qu'on trouve dans les livres. Ici en gras, vous voyez les citations littérales de Sapkowski. Ces citations servent de clin d'œil au livre, mais aussi de mode d'emploi à la transmédialité de l'univers, puisque les personnages viennent dire d'où ils viennent et souvent disent le titre des nouvelles dont ils sont tirés, parce que les titres des nouvelles et les titres des épisodes diffèrent. Le final de l'épisode 2, Four Marks, met le titre The Edge of the World en musique dans la bouche du barde, Jaskir, et c'est le titre de la nouvelle source. Et dans l'épisode 4, c'est la reine Calanti qui réplique à Geralt « Everyone has a price », renvoyant au titre de la nouvelle « A Question of Price ». Donc, pour le spectateur averti, les personnages pointent ici, avec un effet de métalepse, leur propre origine transmédiatique, littéraire. Au-delà du matériau verbal des dialogues, les fans repèrent la série remanie, déplace, fusionne un certain nombre d'éléments. 2 petits exemples. Ici, dans l'épisode 1, ce n'est plus à Yola, prêtresse silencieuse du temple de Meliteli, mais à son cheval Roach, tout aussi silencieux, que Geralt raconte son premier combat contre un monstre. Ou encore, les coucheries de Jaskir amènent tantôt dans les livres l'épisode de l'aventure chez les elfes, et tantôt dans la série, l'épisode du droit de surprise à Sintra, car Geralt doit accompagner son ami pour le protéger de Marie Jaloux. Donc on voit bien comment la consommation de la série comme adaptation, qui suppose de pouvoir jauger l'effet rétroactif de la série sur le passé du monde fictionnel, eh bien ça appelle une posture d'analyse des accroches transfictionnelles, peut-être plus qu'une posture d'immersion, même si ces 2 postures coexistent dans la réception populaire, comme l'a montré Jacques Migosi. Maintenant, est-ce que l'adaptation appelle seulement ce plaisir intertextuel, ce décryptage des références? Ou bien est-ce qu'elle peut faire monde avec l'œuvre littéraire et faire même plus de monde avec l'imaginaire des livres? Comme transposition narrative, l'adaptation semble proposer une autre version médiatique de l'histoire et du monde que l'histoire projette. Donc une deuxième version qui remplacerait la première sans fusionner avec celle-ci. Et c'est justement la raison narrative pour laquelle Jenkins l'exclut du transmédia. Mais il s'agit là d'un problème plus large sur lequel
toutes les réflexions sur la trans ne développe pas, ou encore chez Le Tourneux, qui nous dit bien que dans le cas d'une adaptation simple, en fait, c'est la même intrigue qui est proposée, et donc les deux mondes ne sont pas vraiment destinés à se compléter. Il y a hétérogénéité des fictions. Mais on y a insisté, l'adaptation Netflix n'est pas simple en 2019, elle prend place dans un contexte médiatique déjà très saturé et polarisé, qui active son potentiel transfictionnel, malgré le fait qu'elle soit redondante sur le plan du récit. Et donc la série paraît bien alimenter le même monde que les autres supports. Cet enrichissement, il est d'abord lié à la déclinaison dans un autre système sémiotique et expressif, puisqu'on passe d'un imaginaire purement verbal à un imaginaire alimenté par les ressources visuelles, sonores du cinéma, et donc à une concrétisation perceptive et sensorielle accrue du monde. Dans les nouvelles, par exemple, les descriptions et les déconstructions ne servent pas vraiment le sense of wonder de la fantaisie, puisque Sapkowski puise à un imaginaire européen médiévalisant assez convenu, mais la série a cherché à diversifier les architectures des différentes régions du continent pour montrer la variété, pour faire voir la variété culturelle des peuples, mais aussi pour s'adresser à un public mondialisé. Ici, c'est assez évident. Par ailleurs, l'adaptation modifie aussi l'économie narrative du développement des informations sur le monde. C'est visible localement à propos des monstres, par exemple, qui sont proches de leurs avatars littéraires, mais qui sont traités différemment par le récit. Dans les nouvelles, l'étrangeté des monstres est souvent expliquée au préalable dans de longs dialogues didactiques, comme pour la strige, qui est le fruit d'une malédiction jetée contre un enfant incestueux. Geralt apprend cela de la bouche d'un tiers au début de la nouvelle. Mais dans la série, cette élucidation est un ressort majeur de l'intrigue, et l'énigme est tenue tout du long de l'enquête du sorceleur, qui doit la résoudre pour comprendre d'où vient la strige et donc comment la vaincre. Mais le principal réaménagement narratif dans la série, c'est, vous le savez sans doute, le passage d'une construction de monde à un personnage à une construction de monde à 3 personnages, puisque dans les livres, notre compréhension est entièrement focalisée et modélisée par Geralt, ses faits et gestes, ses pensées, les va-et-vient de sa mémoire. Et dans le recueil The Last Wish, c'est accentué par l'existence d'une nouvelle intercalaire qui s'appelle La Voix de la Raison et qui déclenche chacun des récits entre lesquels elle s'intercale comme autant d'analepses provoqués par les souvenirs de Geralt convalescent. La série fait un tout autre choix, celui de 3 trames narratives alternées, l'une sur Geralt, l'autre sur Yennefer, la troisième sur Ciri, avec aussi des effets d'unité thématique par épisode. On va avoir un épisode sur les elfes, un épisode sur la filiation. Ces 3 trames restent assez longtemps indépendantes, d'où une forte attente transfictionnelle interne à la série, nourrie par un jeu d'indices. Ici, Foltest et sa sœur Ada sont enfants dans l'épisode 3, alors que l'épisode 1 les a montrés l'un adulte, l'autre décédé. Progressivement, ce récit choral fait converger puis superpose les 3 trames, et le spectateur comprend que non seulement les histoires ne se passent pas au même moment, mais elles ne se déroulent pas à la même vitesse. Et donc le plaisir transfictionnel réside dans cette astuce, et il culmine dans l'épisode 7 qui vient corriger l'épisode 1, c'est-à-dire que là où Geralt semble être absent, à Cintra, en fait il était bien présent en train de chercher Ciri. Avec le langage de la série télé, montage alterné, séquentialité épisodique, l'adaptation enrichit l'expérience narrative qu'on fait de l'histoire de Geralt et à travers elle du monde. Je dis l'histoire de Geralt parce que pour Yennefer et Ciri, c'est pas tout à fait la même chose. L'adaptation s'écarte plus visiblement de l'œuvre littéraire, jusqu'à convoquer ici, nous le soutenons, une lecture transmédia, un effet d'expansion par l'adaptation. En effet, la série ajoute de nouvelles données diégétiques aux zones faiblement déterminées de la fiction source. L'intervention transfictionnelle ici, elle est volontaire et elle est concertée, puisque Isrich a voulu adapter l'œuvre littéraire à un autre média, et ce faisant l'adapter aux attentes sociales, culturelles, politiques des publics de cet autre média. Elle met en avant des personnages féminins qui sont déjà forts dans les livres, mais elle développe largement leur biographie, elle les dote d'une autonomie narrative à partir d'amorces situées à l'arrière-plan dans les nouvelles. Donc pour Yennefer, par exemple, ce sont la difformité et la stérilité de la magicienne qui sont développées, et la série insiste beaucoup plus sur le rapport du personnage à son corps et le droit à choisir qu'il implique. Il s'agit de choisir de se transformer pour ne plus être une femme bossue, ou de chercher une fécondité pour devenir mère. La maternité devient vraiment une problématique centrale. Donc on voit comment l'adaptation complète le récit et le monde pour son contexte, dans le sens de ces usages politiques des mondes de l'imaginaire récemment étudiés par Anne Besson. L'adaptation peut donc bien engendrer du profit transfictionnel, et de leçons théoriques en découlent. Premièrement, on a tout intérêt à envisager en général plusieurs niveaux d'enrichissement des mondes transmédiatiques, enrichissement du récit bien sûr, mais aussi du mode d'expression,
de l'expérience sensorielle et cognitive de l'encyclopédie des usages des mondes. Et deuxièmement, il existe des gratifications diégétiques à l'adaptation qui sont cohérentes avec les logiques du transmédia, complémentarité, approfondissement, concrétisation du monde. Mais parce que la série Netflix dialogue avec l'œuvre littéraire après la trilogie vidéoludique, elle dialogue aussi avec et à travers cette trilogie, et les effets transmédia de l'adaptation sont triangularisés par cet autre support. Alors, très rapidement, parce qu'il Ouais. nous reste très peu de temps, je vais juste vous montrer que l'adaptation de la série télé passe à une mémoire du jeu vidéo en passant en revue quelques exemples très, très rapidement. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a un passage du Geralt littéraire au Geralt filmique en passant par le Geralt vidéoludique. Et ça se remarque en particulier par la couleur des yeux jaunes qui vient directement du jeu vidéo. On peut voir aussi cette mémoire du jeu vidéo à travers le traitement de l'espace. The Witcher 3 est un jeu à monde ouvert, comme ça, qui va inviter le joueur à voyager dans l'espace. Et on retrouve ce même genre de plan dans la série, par exemple dans la bataille de Soden. Il y a un deuxième traitement de l'espace que la série va reprendre au jeu vidéo qui est intéressant, c'est quand l'espace est clos et dirige. Par exemple, là, vous avez Geralt qui va avancer vers la porte du château du baron et qui, comme ça, est entraîné vers l'avant. Et on retrouve les mêmes plans dans la série télé, par exemple, ici, lors du combat avec la Strige. À tel point que les fans se sont amusés à reposer l'interface vidéoludique sur l'image de la série. Et on retrouve bien les marqueurs du jeu vidéo avec la troisième personne, le motif spatial du couloir, la lumière dans le level design pour attirer le joueur. Ensuite, cette mémoire vidéoludique, on peut aussi la trouver dans certains plans, comme ici l'arche qu'on va retrouver dans le montage avec le personnage vidéoludique Geralt et la créature filmique. Et c'est encore plus évident quand on propose à l'audience d'adopter la perspective de la créature quand Geralt va essayer d'attraper la Strige. Donc, ce sont des scènes emblématiques comme ça du jeu qui vont se retrouver dans la série. Par exemple, dans le début de The Witcher 3, vous avez Geralt qui prend un bain, qui est une scène qui est présente dans la série de livres, mais qui est retravaillée par le jeu vidéo, notamment parce que c'est devenu un mème dans la culture Internet. Et on retrouve ce moment-là à 2 reprises, en fait, dans la série télé. Je voulais aussi vous parler brièvement de Triss, qui a des versions différentes en fait dans les livres, les jeux vidéo et la série, et les fans arrivent à déterminer ces différences. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend une importance très forte dans la série, parce que dans les jeux vidéo, notamment le premier et le deuxième, c'est elle qui est l'amante de Geralt, parce qu'il a perdu la mémoire, donc c'est elle qui porte le récit de l'histoire d'amour. On pourrait prendre d'autres exemples comme la musique qui a des similarités entre le jeu et puis la série télé, ou la fréquence des combats dans la série qui rappelle les fréquences des combats dans les jeux vidéo, ou encore l'importance du bestiaire. Mais je pense que ça vous donne déjà une idée de la mémoire du jeu vidéo, et je laisse Aurélie conclure en 30 secondes. En moins de 30 secondes. Oui, donc en fait, c'est dans ce sens-là que le cas de The Witcher permet à nos yeux de poser et de penser l'adaptation en contexte transmédiatique comme un problème à 3 corps, ici, ou en tout cas à corps multiples. Ce qui enrichit, nous le croyons, les perspectives théoriques sur l'adaptation, la transfictionnalité et le transmédia. On espère avoir montré qu'en croisant ainsi les catégories et en appréhendant des effets de structure transmédiatique plutôt que les structures elles-mêmes définies rigidement, eh bien, la réflexion sur les cultures médiatiques en sort gagnante parce qu'elle se situe au plus près des mondes qui nous fascinent et qu'elle les saisit dans la finesse et la complexité de leur mécanique de fiction. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci d'avoir un peu accéléré, notamment Hélène, sur la fin pour rejoindre un petit peu le timing. On a un peu débordé, mais ça va encore. Il nous reste 5 minutes, voire un peu plus, pour des questions-réponses. Je vais directement donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à l'intervention? Je prends tout le monde en pleine dépression circadienne post-digestive, mais
J'aurais peut-être une question s'il y en a pas d'autres. Oui. Est-ce que vous avez un peu analysé ou pas les téléfilms polonais, notamment, vis-à-vis de la série et des jeux vidéo, par rapport à toute cette thématique que vous avez étudiée ici, en fait? Alors, je l'avais fait, c'est un travail que j'avais commencé à mener dans un autre cadre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve la problématique de la fidélité de la fidélité au livre et puis la volonté que le passage du textuel à la série télé demande d'autres perspectives. Par exemple, je me souviens qu'il y a un long passage sur l'enfance de Geralt Oui, qui est très peu présent dans les livres et la série polonaise y accorde une certaine importance. Voilà. d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Moi, j'en ai une petite, mais je préfère d'abord laisser la parole au public. S'il n'y en a pas, j'y vais. Donc, moi, j'avais tout d'abord, merci beaucoup. Et moi, c'était une réaction aussi par rapport à l'abstract que j'avais lu et la façon dont vous l'avez introduit. Je trouvais ça très intéressant d'arriver un petit peu avec le contexte en fait et les tensions presque politiques en fait qui ont montré aussi l'émergence en fait de la série, la façon dont elle s'accroche au roman versus le jeu vidéo. Parce que ce que vous montrez bien dans l'abstract, c'est que finalement l'opération transfictionnelle et puis l'univers très très riche, il ne fonctionne pas que par synthèse additive. J'aimais bien cette idée. Mais aussi parfois des moments de resserrage et de synthèse soustractive en disant on revient à certains éléments plus fondamentaux du récit, où c'est l'occasion aussi en fait de la série de revenir en fait sur certains éléments, alors que l'auteur de roman ou que les producteurs de la série veulent remettre en avant comme étant essentiels pour bien comprendre l'univers. Alors, ces opérations de soustraction, dans vos analyses, moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez vu comme étant les éléments qui étaient les plus, sur lesquels il y a eu vraiment peut-être un renforcement ou un resserrage le plus fort de la série par rapport peut-être aux critiques de déplacement qui avaient été faits par rapport à l'univers de jeux vidéo. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux veut réagir sur cette vaste question. Je pense qu'Hélène aura plus de matière par rapport au jeu, puisque c'est plus quand même son terrain de... Ouais. Ce qui fonctionne à rebrousse-poil, on va dire, des jeux, un petit peu. Ouais. Hein. Et je tiens juste à dire qu'effectivement, on avait été séduite par cette idée que le transmédia, c'est toujours pensé sur le cumulatif. Ouais, c'est ça. Et qu'en fait, dans des ensembles un petit peu discordants, un peu clivés comme ça, eh bien, on a des logiques inverses, mais qu'on n'avait pas pu le développer, on n'a pas eu le temps d'y donner la place qu'on voulait, donc on est contente que ça survienne dans la discussion. Oui. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est montré aussi qu'en fait, il y a des enjeux quelque part politiques aussi qui sont des enjeux de production et qui en fait infléchissent aussi certaines dynamiques qui peuvent être portées dans des récits comme ça qui reviennent comme ça, surtout face à des univers qui sont très marqués, qui sont très développés, et de se dire, tiens, voilà, on revient sur quelque chose et on resserre un petit peu. On a quelque chose de tellement développé qui propose des choses différentes que quand il y a un média qui s'ajoute derrière, eh bien, il va peut-être trier, quoi. Il va trier, il va aller vers de l'épure et peut-être aussi aller vers des versions antérieures Oui, c'est ça. de la diégèse, en fait. Hein, Ouais. si on a une métaphore informatique en tête, là. Mais Ouais. Hélène a peut-être des exemples précis à développer. Oui, je pense qu'on pourrait aller chercher du côté du bestiaire qui est dans les jeux vidéo par le média forcément très développé avec des caractéristiques très précises. Et en fait, on voit que dans la série, pour l'instant tout du moins, parce qu'on verra ce qu'ils font dans la saison 2, mais il y a quelques créatures qui reviennent en boucle en fait et qui sont nommées toutes en fait en début d'épisode 1. Et donc, je pense que la réduction du bestiaire autour de quelques figures qui, en plus, sont représentées à l'écran participe de de ce resserrement comme ça. Voilà.